Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour le 30e épisode des bilans d'intersaison. On continue, le rythme tient bon, on arrive au bout, là on est un peu essoufflé en bout de ligne, mais on va y arriver et ça va le faire. Et aujourd'hui, après avoir parlé des Vikings la semaine, enfin il y a 2 jours, on va pouvoir parler aujourd'hui des Falcons. Donc on suit Kirk Cousins et on continue. Pour ce faire, je suis d'abord accompagné de PA. Salut PA, comment vas-tu? Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien. En vacances, du coup? En vacances, ouais, je vais pas cacher, je reviens de la plage. Écoute, je vais être le seul Français qui arrive à prendre un coup de soleil en Normandie, donc bah écoute, on s'adapte, hein. Ben, c'est fort, tu nous rends fiers. Donc, très fort PA. Et avec nous, on a Anto. Salut Anto, comment vas-tu? Salut Alex, bah écoute, ça va. Premier épisode, pour ma part avec PA. Alors, je sais pas si c'est le date rêvé, un verre autour des Falcons, pour ma part, mais en tout cas, c'est cool et puis j'espère que vous allez bien aussi. Ouais, très bien, très bien. Bah, cet épisode, on était censé le faire avec quelqu'un des Falcons, normalement, enfin, un fan des Falcons. Ça, c'est pas fait au final, on le fait entre nous. On est assez content de le faire entre nous. Et puis, bah, la prochaine fois, si vous êtes fan des Falcons et que vous nous écoutez, avec plaisir pour faire un épisode ensemble. Donc voilà, là on arrive à la fin, c'est un peu plus compliqué, les timings se resserrent, donc voilà, mais une première du coup, PA et Anto ensemble, ça, c'est très cool. Pour aujourd'hui, on va faire du coup comme d'habitude, bilan de la saison 2023, cap sur l'intersaison, la free agency, la draft, et ensuite petite projection sur 2024. Vous pouvez également nous suivre, le front office à peu près partout, Twitter, Instagram, youtube.com/le front office et twitch.tv/le front office. Les lives vont reprendre, on le dit à chaque fois, mais n'hésitez pas. Et un petit point sur les derniers épisodes qu'on a fait, puisqu'on les avait enregistrés avec un petit peu d'avance, et évidemment il s'est passé plein de choses depuis, puisque côté Jets, Hassan Reddick a décidé de ne pas jouer tant qu'il n'avait pas de contrat. Côté Dolphins, Shaquille Barrett a pris sa retraite. Donc voilà, côté Giants, il s'est rien passé, mais bon. Signature de toi. Et signature de Tua, accessoirement, c'est vrai. Accessoirement, un petit détail. On en parlait d'ailleurs dans l'épisode des Giants de de Tua, que Giants n'en voulait pas. Et bah écoutez, nous les Dolphins, visiblement, on en veut. Et côté Vikings, j'ai pas le sentiment qu'on ait oublié grand chose. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, mais j'ai oublié. C'est juste la re-signature de Christian Darisso. Mais C'est du coup, ça. pareil, on en avait parlé dans l'épisode en disant que ils avaient bien anticipé en levant la cinquième option et que je Ils crois auraient qu'on pu avait dit attendre que avant de le c'était dans les re-signer. tuyaux. Voilà, donc Exactement. ils l'ont re-signé. Et Jordan Love qui a pris son extension, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc voilà, on aura le temps d'en parler. On va faire des épisodes après la série des bilans sur un peu ce qu'on attend au niveau de la saison 2024. Donc on pourra parler un peu plus en détail de tous ces petits points. Euh, donc voilà, twitch.tv, le front office pour les lives qui vont reprendre. Mais aujourd'hui, on parle des Falcons. Les Falcons, ils ont fait 7-10. Ils n'ont pas fait les playoffs. Euh, PA, je vais te laisser commencer parce que t'as pas d'atome crochu ou d'atome absolument décrochu comme Anto pourrait avoir, vu que c'est un rival de division. Euh, Comment est-ce que toi t'as vu la saison des Falcons de loin? Moi, je vais mettre tous les supporters des Falcons à dos, mais c'est pas une équipe qui me dérange, hein. Depuis 2017, j'avouerai que bon, c'est une équipe que je peux affectionner à certains moments, le 28 mars, par exemple. On rappelle que PA Euh, est fan des Patriots, hein, pour les novices, hein, c'est voilà. Donc c'est toujours bon de leur rappeler 7 ans après que voilà, ça fait toujours autant plaisir. Après, voilà, pour revenir sur les Falcons, je sais pas trop à quoi on s'attendait. C'est vrai que c'était la troisième année, deuxième ou troisième année d'Arthur Smith, donc on attendait une progression de sa part, une progression de la part de son équipe, dans une division qu'on envisageait prenable ou faible, selon les dires de certains. Et puis bah, au final, en fait, sur d'autres épisodes, on a parlé que la saison pouvait se découper en deux ou trois selon le nombre de victoires, de défaites, etc. Sur les Falcons, ça a été coup-ci, coup-ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments où il y a eu des victoires, puis des défaites, des victoires, des défaites. Ça a toujours été un petit peu les montagnes russes. Ils n'ont jamais réussi à trouver leur bonne stabilité, offensivement, défensivement. Et puis bah, du coup, voilà, il est arrivé ce qui devait arriver sur ce genre de saison, c'est qu'ils n'ont pas réussi à faire les playoffs dans une division où
potentiellement, ils auraient quand même pu finir premier de division avec des matchs un petit peu serrés où s'ils avaient réussi à l'emporter, bah, ils finissaient premier, quoi. Donc, étrange, en fait, depuis 3 ans, un petit peu étrange cette équipe parce qu'on a l'impression qu'elle est quand même remplie de talent, notamment offensivement, et que ça arrive toujours pas à cliquer. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, Je pense qu'il y voilà. a plusieurs raisons au pourquoi avant de te laisser la main en taux. De un, ton QB c'est Desmond Reader pour démarrer la saison. Je pense que ça n'aide pas. On va voir là la saison prochaine, mais ça risque d'être quand même un peu mieux. Peu importe le QB qui démarre, ce sera mieux, je pense, parce que ce soit Cousins ou Penix, je pense que c'est une upgrade par rapport à Desmond Reader. Ensuite, nous, avec Jérôme, on était là toute la saison à dire faut mettre Heineke, faut mettre Heineke, faut mettre Heineke. Heineke fait 1-4 sur les matchs où il démarre. Donc au final, est-ce que c'était si bien que ça avec et en plus des équipes prenables, hein, c'est Tennessee, Minnesota, Arizona, Indianapolis et Chicago, et il fait 4 défaites face à ces équipes-là. T'avais récupéré Bijan Robinson à la draft avec un pick très très haut, alors que Tyler Algier avait l'air d'avoir fait le job et tu te disais il y avait peut-être d'autres besoins qu'un running back, mais bon, Arthur Smith et ses running backs on connaît. Au final, il a pas non plus. Enfin, moi j'ai trouvé que l'utilisation de Bijan elle était fébrile. Donc ils l'ont beaucoup utilisé, mais tu avais l'impression qu'ils pouvaient toujours faire mieux et que c'était pas nécessairement un problème de Bijan. Mais ouais, Arthur Smith quoi. Arthur Smith c'est compliqué. Anto, toi qu'est-ce que t'en penses de cette équipe un peu old look maintenant, parce qu'on aura une équipe new look dont on pourra parler un peu plus tard, mais de cette ancienne équipe des Falcons. Ouais, moi je vous rejoins. Je pense que ça n'a fait que piétiner depuis 3 saisons avec Arthur Smith. Bah d'ailleurs, pour le coup, je crois que c'est 3 saisons, 3 fois 7-10 en termes de victoire-défaite, pas de playoff. Un jeu, alors un jeu au sol, qui plus les années passées, au début on se dit: «Bon bah c'est cool, ça va être l'identité des Falcons, ils jouent sur leurs forces, ils veulent aller à fond là-dedans, pourquoi pas?» Et moi je trouvais qu'à la fin ça devenait limite, caricatural. Avec une attaque vraiment, qui peinait et puis qui donnait pas envie, et finalement c'était plutôt la défense qui depuis les saisons, d'Arthur Smith qui je trouve qui progresse. D'ailleurs, je suis bien dégoûté, en tout cas pour eux, que Nilsson, parte du côté des Jags. C'était l'ancien du coup DC, des Falcons là, je trouvais qu'il avait apporté sa patte, qu'il y avait quelque chose au niveau de la défense. Alors même si c'était pas exceptionnel, la défense, a vraiment, on va dire, sauvé la saison, mi-figue mi-raisin des Falcons. Et ouais, non, Reader, c'est pas possible. Alors je suis plutôt d'accord aussi, moi j'étais plutôt partisan, pour avoir un Heineke, pour la saison, parce que Reader, franchement, il vendait pas du rêve. Et Heineke, j'avais trouvé plutôt sympa, à Washington. En tout cas, il y avait possiblement, du Ouais. potentiel. Mais les peu d'apparitions qu'il a fait, au niveau avec les Falcons, bah ouais, pareillement, c'était nul. Heu et là, il y a surtout la question de maintenant qu'enfin les Falcons ont chopé un quarterback avec, Cousins, et puis, que maintenant c'est Raheem Morris, qui a pris les rênes, Oui, c'est ça. les L'ancien rênes, defensive coordinator des Rams. ouais, voilà, et qui était aussi, si je me trompe pas, je l'avais noté, oui, qui était aussi avant chez les Falcons, et qui avait été notamment, coordinateur avec, pour les wide receivers. Du coup, on va espérer que de ce côté-là, ça va jouer un peu plus, dans la verticalité pour les Falcons, et surtout, bah, du coup, se poser la question: est-ce que Kyle Pitts, du coup, est vraiment un top joueur? Et puis est-ce que London va pouvoir continuer à grandir? Et donc voilà, c'est plein de questions qui restent en attente, très floues, hein, les Falcons depuis 3 saisons. Là, une nouvelle page se tourne. C'est ça. Il avait été intérim head coach des Falcons en 2020 avant de prendre le poste de defensive coordinator aux Rams. Donc il a vraiment fait un. Comment dire? Il a encerclé notre ami Arthur Smith. Il était là avant, il sera là après. Donc voilà. Mais oui, c'est une bonne recrue. Bah, ça fait une bonne transition, je pense, pour aller parler de la free agency et de l'off-season. Il y avait beaucoup de besoins lors de cette équipe. Je vous propose qu'on passe directement à la free agency. Vous avez 37 millions de caps disponibles et on va voir que avec 37 millions de caps disponibles, en fait, tu peux faire plein de choses. Puisqu'ils ont réussi à signer
Kirk Cousins pour 45 millions. Alors, c'est, leur comptable, je le veux bien. Et puis voilà, mais si vous aviez un joueur lors de cette free agency que vous avez aimé, Anto, je vais te laisser commencer. Est-ce que c'est Cousins ou est-ce que tu as envie de parler de quelqu'un d'autre? Non, non, ça va être tarte à la crème, mais pour moi, je pense que c'est Cousins parce que je pense que c'était vraiment le besoin criant des Falcons. En plus, ils récupèrent quand même le meilleur QB sur le marché. Parce qu'ils auraient pu peut-être récupérer un Mac Jones, mais ça aurait été, je pense, tout à fait différent. Non, non, Cousins, c'est bon dans le sens où déjà c'est un quarterback d'expérience. C'est un quarterback, je pense, qui a un bon QI football, qui a une bonne vision de jeu, qui a un bon bras encore, qui se donne à fond, qui a un bon mental aussi, qui va un peu redynamiser l'équipe, qui va peut-être aussi motiver ceux qui ont un peu baissé les bras du côté des Falcons. Alors attention, il est quand même. Alors, il est plus proche, même si aujourd'hui, là, je recule, on a l'impression de plus en plus, surtout au niveau des quarterbacks, il est plus proche de la fin de sa carrière que du début, hein, Cousins. Donc, forcément, certes, il le signe alors pour 4 ans. Et je crois dans le contrat, ils peuvent le cut à partir au bout de 2 ans. C'est ça sur le contrat. Ouais, voilà, c'est ça, merci PA. Et, et alors, du coup, on sait que ça va pas être le quarterback d'avenir, mais voilà, je pense que ça va être le bon quarterback de transition pour redynamiser l'attaque, redonner confiance. Peut-être être le mentor de Penix. Alors, bon, Penix, je pense qu'on en reparlera parce que, bon, voilà, 3 petits points pour ma part, pour Penix, pour être gentil. Euh, et puis bon, faire attention, il revient d'une blessure quand même aussi, donc bien le protéger pour pas qu'il nous fasse une Rodgers, pour pas qu'au bout de 4 actions, il sorte et puis voilà et puis qu'on se tape Penix toute la saison. Enfin moi, je dirais pas non, mais bon voilà, c'est comme ça mais non, moi je pense que c'était vraiment le point central. Je pense que c'était la meilleure recrue, sur le marché donc là pour moi, c'est 100 réussi de la part, des Falcons. PH, je te laisse prendre la main. Du coup, je me doutais que Cousins allait sortir assez tôt. Moi, je vais plutôt partir sur le banc de touche. On a vu ce que ça a donné avec Arthur Smith. Je pense qu'il fallait un vent nouveau, un vent de fraîcheur. Comme l'a dit Anto, il a fini toutes ces 3 saisons en négatif. Il y a eu 7-9 il y a 3 ans. Puis après, on est passé comment dire, aux saisons à 18 matchs, ou à 17 matchs. Et du coup, il a fait 7-10, 7-10. Donc, je pense que voilà, les Falcons avaient besoin de changer, de bouger. Ils prennent un ancien de la maison, coordinateur défensif. Il y avait certaines difficultés, mais bon, on peut aussi estimer que l'attaque était tellement, sur le papier en tout cas, performante, logiquement. Je serais peut-être, moi, personnellement, plus parti sur un head coach offensif. C'est plutôt ma philosophie d'axer sur un point où, quand ton nouveau head coach, il est très bon dans un domaine, et bah, que déjà sur le terrain, il y ait des bons joueurs pour qu'ils puissent les faire performer ou surperformer et pouvoir finalement s'entourer après d'un défensif coordinateur de renom, en fait, qui a déjà fait ses preuves. Donc voilà, c'est pas le chemin qu'a pris les Falcons. Ils ont préféré partir sur Raheem Morris. On verra ce que ça va donner. En tout cas, sur les premières images qu'on a pu voir dans les vestiaires ou autres, voilà, il amène son punch, il amène sa niaque, donc c'est cool. C'est chouette à voir. Il vient accompagné bon, il a vidé les Rams, hein, grossièrement, parce qu'il a pris Zach Robinson en offensive coordinateur, ça faisait 5 ans qu'il était chez les Rams. Il a pris en défensive coordinateur Jimmy Lake. Alors du coup, je me suis un peu renseigné sur lui, parce que je ne connaissais pas trop. Il a été pas mal d'années défensif coordinateur, mais à la fac, assez peu en NFL. Et l'année dernière, il était assistant head coach donc de McVay, et de mémoire, il a été coach du passing game. Donc voilà, il va pouvoir aussi aider potentiellement l'équipe là-dessus. Donc c'était Zach Robinson, pardon. Mais en tout cas, voilà, le Lake était assistant head coach de McVay, donc voilà, il a pris des coordinateurs de confiance, des coordinateurs qu'il connaît. Voilà, je vais m'arrêter là sur les points positifs, parce que je pense qu'après, sur la partie draft, il n'a pas trop eu son mot à dire. Après, sur les joueurs, ils ont réussi à envoyer Reader ailleurs et à récupérer Rondale Moore, qui était plutôt apprécié de ce que j'avais vu, en tout cas des fans des Cardinals. Donc, finalement, assez incompréhensible finalement que les Cards s'en séparent. Donc, ça vient rajouter un petit peu une escouade de receveurs qui était moyen bonne, on va dire.
Et j'ai bien aimé, je sais qu'Alex est moins fan, mais Darnell Mooney, j'aime bien le joueur. Alors le contrat est peut-être un petit peu excessif, hein, 3 ans, 39 millions, ça fait 13 millions l'année, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais pour moi, le joueur a pas mal de qualités et est assez différent en termes de profil de Drake London, justement. Donc ça va pouvoir apporter ouais, différents profils, différents schémas de jeu pour le nouveau coordinateur offensif. Donc voilà, ils ont blindé un petit peu ce poste-là, en sachant que la ligne offensive était déjà une des très très fortes qualités de l'équipe. Donc il n'y avait pas nécessité de la considérer, en tout cas sur la off-season. Je suis Darnell Mooney, j'aime bien le joueur, j'aime pas le contrat. Je trouve qu'il a pas. Enfin, après, c'est un receveur. Un receveur, ça coûte cher. Un receveur 2 dans la ligue aujourd'hui. Après, oui, effectivement, le rôle qu'il va pouvoir jouer va être plus intéressant. Il a failli faire toute sa carrière à Chicago, entre guillemets, parce qu'il a 27 ans et on connaît les carrières à Chicago, avec Allen Robinson notamment. Quand t'as pas de QB, c'est compliqué de recevoir la balle. Donc avoir un Kirk Cousins, ça va sûrement l'aider. Et auquel cas, 13 millions, je serais pas surpris que 13 millions dans un an, on se dise c'est une style de ouf. Et c'est top et cool. Donc t'es assez d'accord avec Rondell Moore aussi sur ce que t'as dit. Je pense que l'arrivée, tu trades un QB que tu verras plus jamais sur le terrain pour un receveur que tu verras sur le terrain, qui t'apporte un peu de versatilité. Ouais, à peu près. C'est le mot. Enfin, vous voyez l'idée quoi. C'est le Euh, franglais. c'est le franglais. Un peu de. Voilà quoi. Il fait ci, il fait ça. Donc c'est cool. Moi j'aime bien ça. Et après, j'ai beaucoup aimé le fait d'aller récupérer tous les receveurs moyens des Niners. C'est-à-dire les deux tight ends, Charlie Warner et Ross Dwelley. Je trouve que c'est bien pour compenser le départ de notre ami Jonnu Smith. Tu récupères deux tight ends qui savent un peu tout faire. Jack of all trades, master of none, donc ils arrivent à faire suffisamment pour être sur le terrain. C'est pas des joueurs incroyables, mais ils sont là. Et Ray McLeod, que je trouve bon, notamment c'est sur le retour, dans mes souvenirs. Donc voilà, j'ai bien aimé ces différents moves. Après le reste, c'est du marginal à mon avis, ou en tout cas, j'ai pas vu un truc qui me fascine particulièrement. Mais le fait de changer ton escouade de tight end, j'ai bien aimé parce que voilà, je trouve pas qu'elle apporte grand chose à côté de Kyle Pitts. Donc voilà, j'ai envie de voir Kyle Pitts ailleurs avec d'autres tight ends qui savent vraiment faire le job tight end. Donc ça m'intéressait bien. Euh, voilà. Je pense qu'on peut parler des points un peu plus négatifs si vous avez envie, si vous en avez. Euh, Moi, je vais juste commencer avec un. C'est plus parce que j'en ai pas trop, donc j'en ai un qui me marque, entre guillemets. C'est le fait de re-signer Tyler Heineke. T'as rien prouvé cette année, alors il est peut-être bon dans le vestiaire. Mais tu récupères Kirk Cousins, tu récupéreras après Michael Penix. Alors peut-être tu t'attendais pas à l'avoir, et auquel cas c'est pour ça que tu re-signes Tyler Heineke. Mais j'ai un peu du mal avec la stratégie de signer Heineke ici. Voilà. Après, si tu fais un red shirt sur notre ami Penix, ça a du sens, mais auquel cas pourquoi tu prends Penix? Mais bon, ça sera la question de la deuxième partie de la draft, de la deuxième partie de l'épisode. Donc voilà. Après, je vous laisse PA peut-être si tu as envie de commencer. Vu qu'Anto a pris tout à l'heure Kirk Cousins, peut-être que toi tu as envie de prendre un joueur en particulier là, avant qu'il te le vole. Sur les départs, il y a plusieurs joueurs ouais, que personnellement j'aime bien. Jonnu Smith, quand il est bien utilisé, je trouve que c'est plutôt un bon tight end. Il est limité, mais dans ce qu'il sait faire, il sait très bien le faire. Et Cordarrelle Patterson, un petit peu pareil. Le mec avait été drafté en tant que receveur. Au final, il devient plutôt un running back intéressant. C'est-à-dire que c'est pas un running back qui va pouvoir avoir plusieurs lectures par rapport au bloc. Lui, faut que le schéma de jeu il soit un petit peu tout droit. Mais par contre, c'est un tel monstre et il a une telle vitesse que du coup, ça fonctionne. Donc voilà, c'est les deux points un peu négatifs. Après, sur l'aspect défensif, la perte de Dupri et Campbell. Alors Campbell, il est assez âgé et Dupri, 2 ans, 6 millions. Je sais pas trop pourquoi ils l'ont laissé partir. C'était surtout les deux joueurs avec le plus de sacs l'année dernière, statistiquement. 6,5 pour les deux. Donc en fait, tu perds deux joueurs qui ont cumulé à eux deux 13 sacs sur une équipe qui était déjà pas très très bonne sur ce domaine-là. Donc je ne trouve pas que ça a été compensé d'une part à la free agency, puis après on pourra en parler au niveau de la draft. Mais du coup, voilà, c'était des joueurs d'expérience. Hein. Dupri, il a 29 ans facile. Calais Campbell, il a 34 ou 35 maintenant. Donc c'est dommage de perdre on peut appeler potentiellement des capitaines de vestiaire, en tout cas des joueurs vraiment d'expérience qui ont encore de l'impact actuellement, quand tu vois le tarif à laquelle ils sont partis dans leurs équipes respectives. Quoi. Donc bon, tant pis, c'est bien pour leurs nouvelles équipes, c'est dommage pour eux.
Anto? Ouais, moi déjà, je rejoins PA sur la déception de voir Cordell Patterson et puis Jonnu Smith partir. Je pense que c'était des bons éléments. Euh, alors, pas forcément le meilleur des impacts statistiquement, mais ils faisaient le travail et je pense que c'était deux bons leaders et c'était deux très bons éléments du côté des Falcons, pardon. Du coup, ça, je pense que c'est plutôt dommage. Et par contre, moi, du coup, un élément négatif, et moi, je vais revenir sur Darnell Mooney. Moi, je suis pas du tout satisfait. Je suis pas du tout ambiancé par ça. Alors, ok, il a des points positifs. Hein, il n'y a pas tout acheté, je pense, chez le joueur, parce que certes, là, il a 26 ans, donc il a encore sûrement quelques années devant lui. Mais ok, il est polyvalent, il peut jouer dans le slot, il peut jouer à l'extérieur. Ça va pouvoir aussi donner des choix multiples à Kirk Cousins. Et je crois qu'il a été spécifié qu'il a fait qu'un fumble dans sa carrière. Donc pareil, il a les mains sûres quand il a le ballon. C'est de la sûreté, donc ça ok. Mais par contre, le gars est régulièrement blessé. Il a fait qu'une saison réellement référence en 2021 du côté de Chicago. Et ouais, son contrat, quoi, c'est un salaire conséquent pour un mec, on sait pas trop où le placer. J'ai l'impression que c'est plus un pari qu'une sûreté. Du coup, moi, je mettrais quand même de grosses guillemets attention à Darnell Mooney. Je suis pas sûr. Je pense que ça va être plus un pétard mouillé qu'autre chose. Il a raté 5 matchs en 2022 et 2 matchs la saison dernière. Sinon. Ouais, mais bah, du coup, il a Non, pas mais. d'impact, hein. Ouais, moi, je suis pas. Et surtout pour le salaire que voilà, en ce moment, avec. En plus, t'en parlais tout à l'heure, du coup, un petit peu, Alex, et on en parlait sur le Discord et tout. Les signatures des quarterbacks avec des contrats XXL, bah là, pour moi, c'est un contrat démesuré par rapport au pari pour le gars, quoi. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Moi, quand j'ai vu le contrat, j'ai un peu du mal, mais je pense que vraiment le fait d'avoir joué 2 années avec Matt Ryan, qui était un peu Matt Ryan sur le déclin, et quasi toute ta carrière avec Arthur Smith en head coach, je pense que c'est compliqué aussi. Donc ça, je pense que le changement de scène lui fera du bien. Mais ouais, 13 millions pour un joueur qui a pas trop prouvé, je sais pas, c'est comme si tu payais un QB 53 millions ou 55 millions par an alors qu'il avait fait 6 bons matchs, quoi. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on fait. C'est pas. Tout à fait. Sauf si c'était les Packers, Et puis quoi. il signe pour 2 ans minimum, hein, parce que si tu le coupes l'année prochaine, il va coûter 19 millions dans le cap space. Hein. Donc, Ouais, 19 millions pour un receveur qui joue pas, c'est encore plus cher que 13 millions pour un receveur qui joue, quoi. Mal. donc ça serait 2026 ou ça serait 5 millions pour le couper. Ça reste quand même 5 millions. Ouais, autant le Donc ouais, garder, je pense que c'est un vrai contrat à minimum 2 ans, quoi, effectivement. Ouais. Mais ça reste un pari. Hein. Je dis pas qu'il va se foirer, mais il peut réussir. Hein, et tant mieux pour lui s'il réussit, mais ouais, je trouve ça un peu risqué. très bien. Bah, on va pouvoir passer, je pense qu'on va pouvoir passer à la draft, sauf si vous avez d'autres joueurs dont vous voulez parler en tant que recrue ratée ou départ relou. Non? Bon, on en a parlé tout à l'heure, mais moi je suis pas ultra confiant de la signature de Cousins. Hein. On revient pas d'une rupture des tendons comme ça. Dans d'autres sports, on l'a vu, on en a parlé dans d'autres émissions. Je prends toujours cet exemple-là, mais Kevin Durant, il a mis 2 ans pour trouver un niveau qu'on lui connaît, quoi. On a pu le voir aux Jeux Olympiques, le niveau qu'il peut avoir ce mec-là, quoi. Donc voilà, Cousins, il commence aussi à avoir un certain âge, hein, 34-35 ans. Tu viens de rupture des tendons, c'est un pari. C'est-à-dire que là, c'était clairement pas un contrat friendly. Il est engagé sur minimum 2 ans. Ouais, va falloir qu'il performe et très rapidement parce qu'on l'a dit, mine de rien, l'offense des Falcons, sur le papier, elle est loin d'être vilaine. Hein. Enfin, quand tu regardes au niveau de la ligue, au niveau du roster offensif, ça se place plutôt haut, je trouve. Donc là, il y a beaucoup de pression sur les épaules de Cousins. Mine de rien, sa rupture, elle n'est pas intervenue non plus en septembre, elle est intervenue mi-octobre. Voilà. J'attends de voir. J'attends de voir pour un joueur âgé qui revient de cette rupture-là. J'ai des gros doutes sur lui quand même. Ouais, surtout que derrière, ils ont pas fait non plus un. On va pouvoir passer à la draft, hein, mais ils ont pas fait un choix de confiance en prenant leur premier choix en Kirk Cousins.
Donc, au niveau de la draft, ils avaient plein de différents picks. Ils avaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 picks. Ils ont choisi de mettre le pick numéro 8 sur un quarterback, Michael Penix Jr. de Washington. Pick numéro 2 sur Ruck Orhorhoro, defensive tackle de Clemson. Troisième tour sur Braylon Trice, defensive end de Washington. Quatrième tour sur Brandon Dorlus, defensive tackle d'Oregon. Cinquième tour sur J.D. Bertrand, linebacker de Notre-Dame. Sixième tour sur Jace McClellan, running back d'Alabama. Sixième tour sur Casey Washington, receveur d'Illinois. Et sixième tour encore sur Zion Logg, defensive tackle de Georgia. On va parler de l'éléphant dans la pièce, qui a donné la chose qui a donné la note de F à quasiment toutes les notes de draft des Falcons. C'est le choix de Michael Penix en choix numéro 8. Quand ils l'ont signé, j'ai rien compris. J'étais là en mode mais qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas vous, est-ce que vous étiez... Parce qu'il y a plusieurs réactions possibles. La première c'est mais qu'est-ce qu'ils font? La deuxième c'est pauvre Penix. La troisième c'est oula cousine s'il peut être blessé. Et la réaction d'Anto qui est les Falcons. Mais du coup, non, en fait, moi j'ai eu plusieurs phases parce que, alors bon, quand ils l'ont drafté, ouais, bon, moi j'étais content, hein, je me suis dit, bah ouais, c'est bien, ils font n'importe quoi, j'ai sabré le champagne. Après, on avait fait, je crois que c'était toi, Alex, qui l'avait instauré, t'avais fait un petit document où on avait essayé de noter chaque pick. Et bon, je crois que Penix c'était le pire, hein, on était tous d'accord. Moi, je crois que j'avais mis un magnifique 8 sur 100. Du coup, c'est une magnifique note. Ensuite, je me suis quand même posé, je me suis quand même dit, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, et comme PA l'a ressouligné juste avant qu'on passe à la draft, on est tous d'accord, Cousins, il a du talent, mais ça ne sera pas le quarterback d'avenir. Il est déjà assez âgé. Et donc, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas, ils prennent un quarterback pour le préparer. Un petit peu Jordan Love avec Rodgers aussi. Voilà, ils l'ont couvé sur le banc et ça va faire à peu près pareil avec Penix et Cousins. Mais finalement, pourquoi tu prends pas un McCarthy? Pourquoi tu prends pas un Bonix plutôt qu'un Penix? Parce que Penix, alors OK, il sort de 2 saisons monstrueuses du côté des Huskies de Washington, mais parce qu'il était bien entouré, parce que ses camarades de terrain aussi ont sorti tout leur génie. Le mec passe son temps à se blesser. Là aussi, pareil, je pense qu'ils vont pouvoir monter peut-être un hôpital, les Falcons, parce que là, les blessures, c'est pari sur pari, c'est la roulette russe. Alors attendez, parce que j'avais noté, je viens de quitter ma page comme un abruti. Non, parce que c'était quand même un sketch. Je sais pas si vous avez vu. Et le gars, il s'est fait une blessure au genou, puis à l'épaule, puis à la clavicule, puis au même genou, puis à l'épaule, mais cette fois-ci la gauche. Et apparemment, il a quitté l'Indiana. Alors, je sais pas si c'est une blague, ça, j'ai lu ça. Apparemment, il a quitté l'Indiana parce qu'il était blacklisté au niveau des mutuelles de l'État. Plus personne voulait le prendre en charge, tellement il était blessé. Donc, je sais pas, ils ont recruté Mr Bean, c'est pas possible. Le mec, c'est incroyable. Mais bon, du coup, il est arrivé à Washington. Là encore, un petit peu des soucis au niveau des blessures. Mais là, il a fait vraiment 2 saisons solides. Mais là, vraiment, pour moi, c'est un pur pari, hein. Alors OK, il a apparemment, il a un bras monstre, il envoie des bombes. Peut-être ça va être une sorte de Jameis Winston 2.0, mais voilà, moi je pense que quand tu as McCarthy derrière ou Bonix, tu prends ça plutôt en assurance. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Je pense que tu pouvais trade down à ce moment-là parce que personne ne pensait que tu voulais prendre un QB. Je pense que tu pouvais ouais, trade en down plus. pour très cher, appeler tout le monde pour dire vous voulez monter, vous voulez monter. Moi j'ai un peu du mal avec, pas forcément le choix, mais le processus du choix. Prendre un QB alors que tu descends, tu récupères une rançon. Tu pouvais récupérer une rançon des Riders qui avaient visiblement envie de monter et qui avaient visiblement aussi envie de Penix. Après, si tu penses que Penix c'est ton avenir, là ça vient sur un sujet grand, on va dire, du poste de QB dans ta draft. Si tu sais que tu es en numéro 8, tu sais que tu auras quelqu'un à cet endroit-là. Donc pourquoi tu prends Cousins si tu sais que tu vas prendre un QB derrière? J'ai un peu du mal. On commence du coup par le négatif, PA, parce que toi je sais que c'est pas que ce premier pick que t'as pas aimé, c'est aussi, peut-être pas toute la draft, mais au moins les 2 premiers, quoi.
Ouais, on pourra reparler de Penix après, mais effectivement, tu trade up pour prendre un defensive tackle ou un DN selon comment il est référencé, alors qu'il y avait d'autres joueurs à sa position qui étaient beaucoup plus cotés. J'ai pas compris le début. Franchement, sur le pic de Penix, je me suis amusé le lendemain ou le week-end qui a suivi la draft de regarder un petit peu comment dire, tous les médias français qui ont fait la draft. Donc, qui avaient des visios. Mais il faut regarder toutes les réactions. C'est franchement à mourir de rire. On est tous dans l'incompréhension. On se demande tous pourquoi ils ont fait ça. Et comme l'a dit Anto, tu veux prendre un QB, pourquoi pas, mais prends pas Penix. Le mec, il a 24 ans, il a un historique de blessure. Après, à Washington, il a relativement été épargné. Donc, peut-être que ses soucis sont derrière lui, tant mieux. Mais il a 24 ans, quoi. Prends McCarthy, en fait. Juste lui. Il a 20 ans, 21 ans. Tu as l'impression que son plafond est plus élevé. Il est couvé derrière un quarterback qui est plutôt en fin de carrière. Après, j'ai quand même un doute sur le fait que Cousins veuille bien encadrer un jeune QB. Je n'ai pas l'impression que ce soit la personnalité du monsieur. J'espère me tromper pour lui. Et ce que j'ai détesté après la draft, c'est comment dire leur GM qui a dit nous, on serait content si Penix il est benché pendant 4 ans, parce que ça voudrait dire que Cousins performe. Mais C'est dans fou. quel monde tu peux dire ça? C'est-à-dire que tu bazardes un premier tour de draft, un pick numéro 8, un joueur qui a déjà 24 ans, en fait, tu lui fusilles d'une part son avenir en NFL, et toi, tu te fusilles aussi un petit peu ton avenir parce que tu pouvais avoir un autre choix. Il y avait Dallas Turner qui revenait beaucoup, beaucoup dans les mocks américaines, françaises, tout ce qu'on voulait. Les mecs sont fichus, ils partent sur un QB. Bah, les gars, allez-y, continuez à creuser votre ton. Mais c'est là où j'en veux un petit peu à Arthur Blank, le propriétaire. C'est que tu vires Arthur Smith, tu gères également le GM, quoi. Le mec, Smith, c'est pas que lui qui a fait les choix des 3 dernières années à la draft. Terry Fontenot, j'ai l'impression que depuis qu'il est arrivé, il a décidé de s'aborder les Falcons. Peut-être parce qu'il vient des Falcons, donc il vient des Saints, pardon. Donc il vient en tant qu'agent double. On ne sait rien finalement, hein. Mais c'est incompréhensible. Les pauvres supporters des Falcons. Après, vraiment, il faut aller voir toutes les réactions de tous ceux qui ont couvert un petit peu la NFL en France, mais c'est à mourir de rire, toutes les têtes qu'il peut y avoir, c'est incroyable. Je reviens Donc sur ce que, je reviens voilà. sur ce que tu as dit de comment dire, si t'as le mec qui est. En gros, si tous leurs choix ont bien fonctionné cette saison, et ils ont un mec benché pendant 4 ans, ils arrivent, il aura 28 ans, faudra décider si tu mets sa 5e année. C'est quoi, Ouais, c'est au bout de 3 ans que tu choisis? C'est à la fin de la 3e ouais. année que tu C'est à choisis? la fin de la 3e année, ouais. Donc en gros, si tout se passe bien, à la fin de ta 3e année, Penix, il a pas vu le terrain. Et s'il n'a pas vu le terrain, tu dois définir si c'est 5e année ou pas. Si tu dis pas de 5e année, ça veut dire que Cousins, ça marche toujours. Il arrive en fin de contrat, il aura quoi? Il aura 40 ans à ce moment-là. Cousins, c'est retraite. Ou du moins, tu le prolonges pas, je pense. Et derrière, tu dois dire, ok, Penix, est-ce qu'on te signe pour 60 millions par an? Parce qu'à ce moment-là, ce sera à peu près le prix. Et pour moi, c'est incompréhensible ce choix-là, surtout quand tu sais que du coup, tu as parlé de Dallas Turner. Il y avait d'autres joueurs qui auraient pu être pris également en joueur défensif à ce moment-là. Et puis quand tu vois, et là Anto, je parlais de tes Saints, mais un Spencer Rattler qui est un projet aussi, pourquoi est-ce que tu prends pas un Spencer Rattler au 4e tour? Parce que tu prends 2 tackles et un D-end avec ton pick de 3-4. Pourquoi tu prends pas ton DT un peu plus tôt et tu prends Rattler au pick au 4e tour? Là, tu as un vrai message qui est donné à ton QB que tu viens de signer qui est on prend un mec d'avenir au cas où, groom-le et si ça se passe bien, tant mieux. Sinon, bah tant pis, c'est un 4e tour, on s'en cogne. C'est Moi c'est vraiment incompréhensible ce choix et ce processus et surtout de pas avoir trade down. Si tu te dis que tu trade down de 2 picks et qu'il y a toujours Pédix qui est là, bah prends-le cool, tu vois. Tu te dis j'y crois et en plus j'ai récupéré je sais pas, un 2e tour dans l'affaire. Bonne idée. Là vraiment ils sont restés, ils ont pris le joueur qui est pas forcément le meilleur et pas forcément le meilleur pour leur situation, donc vraiment vraiment du mal. Par contre je suis très content d'avoir que quelqu'un ait pris Ororo parce que super nom. Mais ça, voilà, il aurait pu signer au 3e tour aussi, quoi. Mais je ne connais pas assez le joueur pour en parler. Est-ce qu'il y a du positif dans cette draft, Anto? Est-ce que tu vois, est-ce que tu te dis, tiens, ah, lui, c'est cool? Bah, moi, comme j'avais dit là, comme à chaque fois, je me base et j'écoute surtout beaucoup, The Trick Play aussi pour avoir leur retour parce que niveau maîtrise, ils ont une connaissance, presque infinie, à ce niveau-là. En tout cas, ils suivent ça et du coup, leurs analyses, je pense, sont toujours pertinentes et c'est vrai que
d'une manière globale, ils étaient assez critiques, alors sur Penix, mais d'une manière globale sur, l'entièreté de la draft, qu'ils l'avaient jugée, très mauvaise et très très incompréhensible. D'ailleurs, pour souligner un dernier point négatif, mais pareil, moi, le Jess, McClellan, alors c'est du 6e tour, mais pourquoi prendre un running back quand tu as déjà, Allgeier et Robinson? Franchement, je pense que tu avais d'autres besoins, et tu aurais peut-être pu prendre un autre petit gars, pour un développement, plus tard. Donc Ils ont pareil, fait, ils ont fait sim to end à partir du sixième tour. Et ça a ouais. pris, tu vois, ça a pris les joueurs qui restaient au hasard, je pense. Ouais, mais ouais, mais c'est pas sérieux, quoi. Bon, bref. Ça, Mais ouais, c'était sur, non, non. t'es sur 2K, il te reste deux deuxième tours, genre Ah, mais le c'est ça. 48 et le 53, et tu dis, pff, vas-y, j'en sais rien, tu fais au hasard et tu dis, oh, trop Ah, bien, mais ouais, 74. ils ont fait, la touche R1, là, ils ont fait Ouais, truc automatique. c'est Ouais, ça. voilà, c'est ça. OK, c'est pour ça. Tu Ils prends, étaient en tu train de... prends Bronny James si tu sais pas quoi choisir avec des tours lointains. Bah ouais, Voilà, c'est ça. exactement. Et mais du coup, ils avaient l'air assez contents, bah, sur du coup, alors oui, Orororo, Bralen Price et puis Dorlus. Alors, c'est surtout du développement sur les 2 ou 3 prochaines saisons. C'est-à-dire que ça sera pas du NFL, ready tout de suite, mais à ce niveau-là, c'était un besoin du côté des Falcons et c'est un projet sur le moyen terme, donc pour la reconstruction de l'équipe. Ça avait l'air assez positif. Orororo, j'en ai pas oublié un Ro, non, ça doit être bon. J'en ai dit assez. Heu, il avait Ça, il ce avait sera l'air dans niveau. ça, ce sera dans une game zone, hein, je vous dirai de les play, donc préparez-vous, hein. On se préparera et du coup, ouais, le profil avait l'air assez intéressant, que ça soit que ça soit même au niveau du sol ou au niveau des airs aussi. Il a fait 9 passes défendues, donc il a l'air assez intéressant. Un physique un peu intéressant, et une explosivité aussi, notamment au départ de jeu. Donc voilà, je pense que ouais, sur le développement sur le long terme, ça peut être bien. Moi, j'aime bien parce que c'est de la défense et vraiment, c'est ce qui me hype le plus chez les Falcons, la défense, parce que ça monte en puissance depuis des années. Donc, ils continuent à peu près sur le même sur le sujet. Voilà, intéressant et à vérifier. Et avec un head coach, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, qui est un coach En défensif. plus, ouais. Donc oui, c'est vrai que la progression de ces joueurs, de manière on le voit, hein, tu prends un QB, tu sais pas pourquoi, derrière tu prends que des joueurs défensifs quasiment. Ouais, Donc c'est quand voilà. même assez marqué. C'est un peu. C'est moi, à chaque fois je pense à une draft défensive, je pense à Matt Rule, je crois sa première avec les Panthers où il avait pris que des joueurs défensifs. Ça a très bien fonctionné pour lui. Donc là ils ont mixé un petit peu en espérant que ça se passe mieux. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette draft? Bah, pour moi, il y a quand même des manques, tu vois. Enfin, ils surblindent le poste de DT, ils prennent Orororo, ils prennent Dorlus, ils prennent Log. J'avais pas l'impression que c'était un poste à besoin, parce que pour l'instant, les titulaires, si je dis pas de bêtises, ça doit être Jarrett et Onyemata, qui sont plutôt deux bons joueurs, même si Jarrett il a 32 ans, donc pourquoi pas préparer l'avenir. On s'amuse toujours à faire des redrafts, voir quel poste ils auraient pu choisir. Pour moi, à la place du QB, déjà, ils prennent un D-end, en l'occurrence Dallas Turner, parce que c'était le nom le plus ronflant, celui qui revenait le plus souvent. Et sur le deuxième round, tu prends un corner si tu veux partir en défense. Regardez le roster des Falcons en corner, c'est horrible. Ils vont se faire ouvrir dans tous les sens, en fait. Il y a AJ Tyrell qui a réussi enfin à performer depuis 2-3 ans, donc tant mieux pour eux. Le reste derrière, c'est juste cataclysmique, en fait. Donc, ils ont même pas considéré leurs besoins défensifs alors que c'était une défense qui était moyenne un petit peu partout dans la ligue en fait. Donc comme j'ai dit, pour moi offensivement c'était cohérent de tout ce qu'ils avaient déjà avec la signature de Cousins, d'autant plus, même si moi personnellement j'ai pas ultra confiance, ça reste un joueur établi. Derrière, essaye de blinder un petit peu plus la défense, surtout avec un coach défensif. C'est là où je reviens à ce que j'ai dit en début d'émission. Ray Morris, pour moi, c'est pas lui qui a fait la draft. C'est Terry Fontenot, encore une fois, parce que tu peux pas avoir un coach à- avec une appétence défensive, un head coach, et au final prendre un joueur offensif sur le premier round. C'est pas possible. Il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans. Alors qu'il y avait des vrais joueurs talentueux sur la défense. Côté linebacker, j'aime plutôt bien la draft de J.D. Bertrand. J'ai entendu plusieurs podcasts de mecs qui suivent Notre-Dame. Et du coup, ils étaient plutôt contents du joueur sur le poste de linebacker. Donc, c'est pareil, ça va être un développement, mais pourquoi pas sur 1 ou 2 ans voir ce qu'il peut donner. Au moins, ils ont considéré ce poste-là. Mais enfin, voilà.
le poste de corner. Et en fait, on le dit pour beaucoup d'équipes en disant ouais, au deuxième tour, il restait encore beaucoup de corners dispo. Mais tu sais pas pourquoi ces équipes elles sont passées à côté. Puis au final, c'est encore les très bonnes équipes qui ont récupéré les meilleurs joueurs, même au deuxième tour. Quoi. Donc il y a vraiment des choses que je comprends pas, mais on l'a dit dans tellement d'émissions que finalement, c'est pas que propre aux Falcons sur cet aspect-là, sur l'aspect corner. Mais il y avait des vrais talents sur au moins les 3 premiers tours de corner et de ne pas en avoir au moins pris un. Bah, je comprends pas très bien la philosophie du front office là-dessus. Moi, j'ai du mal quand tu es un nouveau head coach et que, comme tu l'as dit, hein, ton premier choix, tu le choisis pas, mais surtout, ton premier choix que tu as, il démarrera même pas. C'est Ouais. c'est un peu censé être ton image un peu de ton identité. Et au final, si ton identité de Ray Morris, c'est d'être sur le banc, bah, très bien, ça fait un bon coach, mais bon, au niveau des joueurs, ça aidera pas trop. Donc c'est un peu dommage que là, tu aucun pic qui soit officiellement, en tout cas là aujourd'hui, quand tu regardes sur la depth chart, qui soit titulaire, quoi. Parce que même au Bah, Roro, comme tu dis, il est barré par Onyemata, Jarrett et Harrison. Euh, c'est triste, quoi. Ouais, Trice, c'est le troisième slot linebacker qui est mis dans la depth chart. Compliqué, compliqué. J'ai vraiment du mal. Mais Et t'as raison, aujourd'hui, tu Penix, regardes il est tous mis les en nouveaux backup. coachs. Ouais. Tu regardes tous les nouveaux coachs. Les Bears, ils choisissent un joueur qui va normalement starter day one, ou en tout cas dans la saison. Les Commanders, c'est la même chose. Les Patriots, on ne sait pas trop si May va faire des matchs sur la première saison, mais ils prennent des joueurs qui va être le visage de la franchise, qui va être normalement un ciment sur lequel s'appuyer. Les Falcons, 8e choix, vas-y, on part sur Penix. Et s'il ne joue pas pendant 4 ans, bah, tant mieux, parce que ça voudrait dire que Cousins a joué. C'est juste incompréhensible, au moins sur cette partie-là de la draft. Quoi. Compliqué, compliqué. Eh ben écoutez, si ça vous va, on va pouvoir se projeter vers 2024. Globalement, on peut être d'accord sur le fait que les besoins n'ont pas été trop adressés lors de cette free agency et de cette off-season de manière générale. On est assez d'accord. Oui, tout à Oui. fait. Voilà, donc des manques et 2 QB pris. Écoute, voilà, c'est un peu compliqué pour ces Niners, mais on va pouvoir aller regarder ce qui va se passer pour eux en 2024. Donc si vous êtes sur YouTube, vous avez le schedule qui s'affiche devant vous avec même les matchs de pré-saison. On va éviter d'en parler là tout de suite, mais voilà. Donc pour nos amis des Falcons, nous commencerons par Steelers, Eagles, Chiefs, Saints, Bucks, Panthers, Seahawks, puis Bucks, Cowboys, Saints et Broncos. Une bye week en semaine 12. On en parlera plus tard, mais pour les ambitions playoff qui peuvent être pour les Falcons, ça peut être intéressant. Et ensuite, Chargers, Vikings, Raiders, Giants, Commanders et Panthers pour terminer en week 18. J'ai parlé, je vais commencer là-dessus, j'ai parlé de playoff pour les Falcons. Je pense qu'ils ont une bonne défense, comme Anto t'as pu le dire beaucoup. Au niveau de l'attaque, ils se sont renforcés. Alors l'off-season, elle est très difficile parce que les points négatifs sont très 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 négatifs, mais tu as quand même des points positifs par rapport à ce qu'ils avaient l'année dernière. Et je pense que dans cette division, je vais pas dire claquée au sol, mais une des pires divisions au niveau du niveau moyen de la division, je pense que tu as moyen de faire des choses. Le calendrier, il est pas simple, mais il sera pas simple pour toute la division. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des petites estimations? PH, je te laisse commencer. Ouais, le calendrier, il n'est pas simple. Je dirais le début de calendrier euh, qui va être difficile à aborder. Je trouve la fin de calendrier un petit peu avant la bye week et même après. S'ils sont en course pour les playoffs, je pense qu'ils peuvent avoir des réelles ambitions de les faire. Quand tu vois la fin de calendrier, les Broncos, Chargers, Vikings, Raiders, Giants, Commanders, Carolina. Et les Saints en semaine Voilà. 10, les oublions pas, hein, parce que si on peut mettre un petit tacle. C'est toujours gratuit. Mais non, mais en plus, il me semble que c'était Elio qui disait ça, qui craignait les Falcons, dans le sens où si ça clique enfin, ça peut être vraiment une équipe embêtante à jouer dans la division. Je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait l'impression, comme beaucoup d'équipes, qu'ils étaient à un quarterback d'avoir une bonne équipe. S'ils considèrent qu'ils ont enfin un quarterback, si Cousins revient de sa blessure,
Pour moi, l'attaque va pouvoir tourner enfin à plein régime. Et puis la défense, même si elle n'a pas été considérée sur les bons postes, l'année dernière, elle était milieu de tableau, quoi. Donc, s'ils arrivent à être top 10 en attaque et aller top 12-15 en défense, ça sera une équipe en playoff. À voir ce que ça va donner également dans la division. Il y a toujours des interrogations sur les Saints, sur les Bucks. En tout cas, dans le sens où c'est pas des équipes qui ont tellement fait forte impression sur les années précédentes qu'on peut se dire, OK, eux, ils vont être intouchables, on va viser plutôt la deuxième place de la division. Donc c'est dans ce sens-là où cette division, elle est un peu considérée comme ouverte, parce qu'il n'y a pas un ténor qui va s'imposer directement. Voilà, j'ai peur en fait que leur début de saison les crame un petit peu. C'est là où je pense que Raheem Morris va être ultra important d'arriver avec son pep, Sagna, qui est justement de rebooster des joueurs si jamais le début de saison est compliqué ou est en négatif. Je dirais que sur les 3 premiers matchs, ça va être difficile. Et puis après, potentiellement, le premier tournant de la saison, ça va être entre la semaine 4 et la semaine 6, parce que ça sera 3 rivaux de division, les Saints, les Bucks, les Panthers. Donc, je pense qu'à la semaine 6, on saura où en seront les Falcons et s'ils sont en route pour lutter, pour aller en playoff. On a eu beaucoup avant de te donner la main en tour, on a eu beaucoup de bilans où on disait une saison à 2 vitesses. Et je pense que dans un an, quand on fera le bilan des Falcons, on dira très probablement une saison à 2 vitesses. Et je pense qu'on pourra même mettre la bye week comme un moment clé. Quand je regarde le planning, si tu me dis que les Falcons ils font un perfect après la bye, je suis pas surpris du tout. Puisqu'on parle, comme tu l'as dit, PA, hein, Chargers, Vikings, Raiders, Giants, Commanders, Commanders, Panthers. Tu fais un perfect là, je serais pas surpris. En plus, avant, tu as Denver. Bon, Denver, on verra ce que ça vaut. Mais Denver, les Saints. Voilà. Si tu démarres en 0-4 et que tu termines en 6-0, ça me surprendrait pas. Et auquel cas, tu auras une belle saison à 2 vitesses comme on les aime. Et voilà. Anto, qu'est-ce que toi t'en penses? Pourquoi Alex t'a dit les Saints et t'as pas fini ta phrase? Parce que je te laisse interpréter ça comme tu veux. Non, 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 mais moi je suis plutôt d'accord. On en parlait sur l'épisode des Saints et moi je pense qu'il y aura vraiment un triangle dans cette division qui, vous l'avez dit, et il faut l'avouer, hein, c'est la division quand même la plus faible. Et il y aura vraiment un triangle entre les Saints, les Bucks et puis les Falcons. Euh, Moi, je pense que ça va être clé dans le sens où, pour moi, quand on regarde le calendrier, ils vont arriver en semaine 4, ils seront à 0-3, les Falcons. Et là, pour moi, ça va aussi jouer beaucoup sur la capacité de Maurice d'un côté et de Cousins à motiver, à prendre les rênes et puis à se dire, allez les gars, là on commence, on va attaquer. Et puis on va commencer à engranger des victoires. Ouais, la bye week est tard. Alors forcément, s'ils sont en playoff, c'est une bonne chose. S'ils le sont pas, c'est plutôt anodin. La fin de saison, enfin l'après bye week, ouais, je pense qu'ils peuvent finir en 5-1 facilement. Ça sera largement ouvert, ils seront rodés, ils ont l'équipe pour. Donc pour moi, ils vont finir fort. Hem Et sur la division, moi j'avais mis qu'ils feraient un petit 4-3 en division. Bon, forcément ils vont fracasser, les pauvres Panthers, ceux qui seront là en souffre-douleur, qui vont sûrement être l'arbitre. Ça veut dire que voilà, là pour les 3 équipes, il va pas falloir se louper sur les Panthers. C'est-à-dire que je pense que si tu perds contre les Panthers, tu grilles tes chances, de première place et de play-off, pour la division. Hem Ouais, je suis mitigé. Au début, j'avais mis un 7-10 encore une fois et je me suis dit: «Bah non, les pauvres, le spectre d'Arthur Smith va être encore au-dessus d'eux avec un 7-10». Moi, je les vois bien sur un 8-9, hem, ce qui peut potentiellement dans la division passer, hein, avec un 8-9, hein, quand on voit l'état de la division. Donc voilà, je suis mitigé. Il y en a beaucoup, ouais, qui les mettent, très puissants parce que comme vous l'avez dit, ils étaient à un quarterback d'être une grosse franchise Et un head coach. et un head coach, ouais. Mais à voir, ça va dépendre. Moi ça me fait peur. Je pense que
je sais plus qui l'a dit là dans l'émission. Ouais, à partir de la semaine 6, parce que pareil, les Saints et puis les Bucks, il y a moyen qu'ils soient en 1-5 à partir de la semaine 6. Donc après, il va falloir vraiment qu'ils enchaînent les victoires. Moi, si je devais donner un prono, je dirais. Moi, je pars du principe que Cousine, ça va fonctionner. Et que si ça fonctionne pas de manière le début de saison, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, on donnera à peu près le même bilan. Donc, je serais pas surpris de voir Heineke démarrer la saison. Enfin, du moins, jouer en début de saison. Et moi, je les vois en 17 à la fin de la saison. Euh, voilà. Si je devais faire un prono, ce serait ça. Je les vois gagner la division et je les vois en 17. Donc à voir. Et si jamais par contre ça marche pas là, j'aurais plus jamais confiance en eux, quoi. Déjà que la confiance est limitée, alors là, si tu n'y arrives pas avec la fin de calendrier qu'il y a, parce qu'on sait très bien, on dit 6-0 pour finir, mais ils vont faire 3-3 pour finir la saison. Ils vont faire 3-3 en perdant d'un field goal par-ci par-là. S'ils font 3-3, là, ils l'ont cherché, parce que Ouais. alors, la fin de saison, c'est prenable. C'est cadeau normalement. C'est clairement ouvert. Donc voilà, moi je partirai là-dessus. 8-9 pour Anto, 17 pour moi. Toi PA, tu les verrais vers où à peu près? Allez, 9-8 pour la première saison de Maurice. En fait, je regardais, je regardais la saison dernière les scores. Donc déjà, ils font 3-3 en division, avec à chaque fois une victoire contre l'une des équipes de la division. Et il y a eu beaucoup de défaites. En fait, il y a eu 4 grosses défaites sur les 2 dernières semaines, là où tout était déjà joué. On peut dire que l'équipe avait un petit peu lâché. Et en début de saison, contre les Lions et contre les Jaguars. Après, ça a toujours été des victoires ou des défaites à grosso modo un touchdown d'écart. Il y a eu une grosse victoire contre les Colts, mais le reste, c'est des 21-19, des 16-13, des 28-23, des 31-28, des 25-23. Tout ça, du coup, c'est toujours pareil. Si la pièce, cette année, elle décide de tomber dans le bon sens parce que Ray Morris apporte quelque chose, un vent frais, quelque chose de nouveau, une remobilisation de l'équipe en place, que les premiers matchs passent plus ou moins bien. Par exemple, une victoire à couteau tiré contre les Steelers. Bah, tu commences ta saison à 1-0 et puis ouais, finalement, derrière, tu as tout le côté positif qui se crée dans l'équipe. Ça peut, voilà, on a l'impression que les Falcons, depuis leur Super Bowl perdu, ils sont vraiment à un élément, à un clic d'être de nouveau une bonne équipe. Est-ce que ça sera cette année? On ne sait pas, parce que ça fait 6 ans qu'on dit la même chose sur eux, quoi. Donc, quand je regarde le calendrier, il y a des matchs difficiles. Maintenant, on ne sait pas où ils en seront durant ces matchs-là, justement. Et puis, en intra-division, au lieu de faire 3-3, s'ils arrivent, par exemple, à faire 4-2 cette année, déjà, ça te met en meilleure position pour accéder aux playoffs. Effectivement, on dit que les 6 derniers matchs sont, avec des gros guillemets, accessibles. En tout cas, fin juillet, on dit accessible parce qu'avec les données qu'on a actuellement sur les équipes, on peut considérer qu'ils sont supérieurs. T'es pas à l'abri, effectivement, qu'ils fassent un 6-0 ou un 5-1, parce que c'est toujours difficile de finir sur un perfect. Mais au moins, si tu finis sur un 5-1 ou un 6-1, si on considère les Broncos, logiquement, tu devrais pas être très très loin non plus de remporter la division ou de faire les playoffs, quoi. Donc, c'est pour ça, je vise un 9-8 parce qu'à mon avis, ils feront pas un perfect sur la fin de la saison. Il y aura 1 ou 2 matchs qui lâcheront. Et pour moi, ils vont pas partir sur un 1-5, mais allez, 2-3. Un petit 2-3 pour commencer la saison et 3-3 à la fin de la semaine 6. Et ben voilà, vous avez nos prédictions du coup, 17 pour moi, 9-8 pour PA et 8-9 pour Anto, juste pour ne pas dire 7-10 encore une fois. Mais s'il y a 7-10 Anto, on te considérera ça comme une victoire, t'inquiète. Merci. C'est cadeau, c'est cadeau. Bah écoutez, je pense que on va pouvoir conclure tranquillement cet épisode, après avoir parlé en long, en large et en travers de nos amis Falcons. PA, merci. Anto, merci également. C'était cool. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet épisode avant qu'on conclue? Pas sur les Falcons, mais ça y est, les camps de pré-saison ont commencé, donc ça fait du bien de voir enfin toutes les équipes sur le terrain et malheureusement de déjà voir des premières blessures de la part de joueurs un petit peu stars dans les équipes. Donc voilà, je pense que malheureusement ça va nous suivre jusqu'à fin août et le début de la saison. On sait, c'est toujours compliqué, il y a toujours par moment des joueurs stars qui se blessent, toujours un peu dommage, mais on a quand même hâte que ça commence. Totalement. Et bah écoutez, je vous rappelle, suivez-nous partout, Instagram, le front office, Twitter, le front office, YouTube et Twitch, le front office.
Voilà, suivez-nous partout et activez la cloche. Mettez-nous un petit commentaire si vous avez aimé cet épisode et dites-nous qu'est-ce que vous voyez comme bilan pour les Falcons pour la saison à venir. Nous, on se retrouvera dans 2 jours. On va parler des Rams cette fois-ci. Donc, on continue la boucle cette fois-ci. On va voir comment ils ont remplacé Raheem Morris et les 200 coordinateurs qu'ils ont réussi à récupérer aux Falcons. Donc, on parlera des Rams dans 2 jours et on finira avec les Steelers dans 4 jours. Où on sera accompagné de Romain de Steelers France. Donc voilà, c'est les 2 derniers épisodes qui nous restent. C'est très cool cette petite série. J'espère que en tout cas ça vous plaît autant que nous, ça nous plaît de la faire. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et ça nous donne de la force. Je vous souhaite du coup à tous, merci PA, merci Anto, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ou regardez cet épisode, et vive le football.